On est entouré de milliards et de milliards de microbes très différents. On en connaît une toute petite partie. L'un des objets de recherche le plus important aujourd'hui est de comprendre comment un virus animal se transmet à l'être humain. Ce sont des prédateurs invisibles. Ils sont rares, mais lorsque cela se produit, c'est dévastateur. Chaque année, de nouveaux pathogènes menaçants pour l'homme apparaissent. Depuis le printemps 2013, 3 virus mortels ont fait trembler les autorités sanitaires mondiales et tenu en haleine les populations. The novel coronavirus is a threat to the entire world. Le MERS coronavirus, une infection aiguë des voies respiratoires, s'est propagée dans les pays du Golfe, aux États-Unis et même en France. Il tue 40% des personnes infectées. China's state-run media says authorities are looking for the source of a new strain of bird flu that has now killed 4 people. Le H7N9, un nouveau virus de grippe aviaire, sévit en Chine. Il est mortel dans un tiers des cas et menace de se transmettre entre humains. Vent de panique en Afrique de l'Ouest où on doit faire face depuis plusieurs mois maintenant à une épidémie d'Ebola, un virus extrêmement violent. Ebola, mortel dans 90% des cas, a refait surface en Afrique de l'Ouest où il n'était jamais apparu jusque-là. Des virus mystérieux qui émergent du monde animal et que de simples mutations peuvent transformer en bombes sanitaires, de l'ampleur de la grippe espagnole de 1918 ou du sida qui tue depuis 30 ans. D'où proviennent ces virus? Pourquoi émergent-ils soudainement? Que peut-on faire pour s'en protéger? Qui sont ces scientifiques qui servent de sentinelles? Dans les forêts d'Afrique centrale, les marchés de volailles en Asie comme dans les laboratoires les plus protégés du monde, une course contre la montre a commencé. Ce serait complètement irrationnel de croire que ça n'arrivera pas. Il faut prendre cela très sérieusement. Comme toutes les grandes menaces auxquelles l'humanité doit faire face, comme le changement climatique, il faut la comprendre dans les moindres détails. Il s'agit d'organismes vivants, d'agents pathogènes. Et un agent pathogène, c'est imprédictible. C'est juste une question de temps. Et il ne s'agit pas de savoir si ça arrivera, mais quand. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est le centre névralgique de la surveillance de ces virus qui émergent un peu partout sur la planète. Deux cas supplémentaires qui viennent d'être confirmés au Qatar, 2 cas en Arabie Saoudite. À ce jour, cela ferait donc 143 cas. Une équipe vient de partir en urgence, mener l'enquête au Qatar, où des cas de MERS coronavirus ont fait leur apparition. Dans cette salle, les spécialistes de ces nouvelles crises sanitaires font le point avec le bureau du Caire, spécifiquement en charge du virus au Moyen-Orient. Nous avons rendu visite à la personne qui a été hospitalisée. Nous avons commencé à l'interroger pour savoir ce qu'elle avait fait les jours précédents. Nous essayons de trouver des indices qui pourraient nous aider pour les prochains cas. Le meilleur moyen d'avoir le plus d'informations, c'est immédiatement quand on découvre un cas, c'est d'essayer de remonter à la source le plus vite possible. Vous pouvez me montrer les derniers cas apparus en Chine, s'il vous plaît? Lorsqu'un virus émergent inquiète l'OMS, comme pour le MERS coronavirus ou le H7N9, la nouvelle grippe aviaire, l'avancée de la maladie est surveillée au cas par cas. Actuellement, on suit tout particulièrement le H7N9 en Chine. Donc là, on a la répartition en Chine. Est-ce qu'on peut zoomer sur les cas de H7N9 en Chine? Cela permet de voir où sont les différents cas. Si on clique sur chacun d'entre eux, les informations le concernant s'affichent. Et si l'on affiche la liste, les cas les plus récents apparaissent. En déplaçant le curseur, on peut voir une autre partie du monde. Donc là, on est passé sur l'Arabie avec le deuxième virus qui nous intéresse tout particulièrement en ce moment, c'est le MERS coronavirus, avec des cas qui ont été notifiés en Arabie et donc une possibilité ici de suivre très précisément sur la carte la localisation géographique des cas lorsqu'ils sont notifiés à l'OMS.
Un nouveau virus, toujours entouré de mystères, pour lequel il n'existe ni traitement ni vaccin, et dont l'origine se trouve en Arabie Saoudite, là où chaque année des millions de personnes se rendent à la Mecque. Le Hadj est le plus grand rassemblement annuel du monde. Les autorités sanitaires retiennent leur souffle. Si un malade se trouve parmi les fidèles, le MERS coronavirus pourrait se répandre rapidement et repartir avec les pèlerins dans le monde entier. En 2013, un homme est mort en France du MERS coronavirus. Un patient d'une 60aine d'années, de retour de voyage d'un pays du Golfe. Cette première alerte a rendu les autorités françaises vigilantes. Une expérience menée à Marseille, et cette année particulièrement suivie. Depuis 2 ans, une équipe du CHU de Marseille a mis en place un système de suivi de 200 pèlerins. Une manière de surveiller toutes les maladies qu'un tel rassemblement pourrait engendrer. Cette année, la crainte du MERS coronavirus domine. Comme vous faites partie des personnes à risque pour les infections pulmonaires, donc il faudrait peut-être vous vacciner pour le pneumocoque aussi. Il y a malheureusement le coronavirus, donc on espère qu'il n'y aura pas de malades, mais on aimerait avoir un peu plus d'informations sur ce virus, voir comment il se contracte, etc. Alors ça chatouille un petit peu, hein. C'est pas agréable. Ces prélèvements permettent de connaître le statut infectieux au départ, s'il y en a un, et le statut infectieux au retour, s'il y en a également. Et ça permettra également de bien traiter les personnes au retour, s'il y a un souci. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue, dites « Ah », parfait. « Ah », « Ah », ok. « Ah », ok. Ah, ça fait mal, hein. C'est fini. Détecter en amont une possible arrivée en France du MERS coronavirus pour agir au plus vite. Ça, c'est votre deuxième pouls. Si des cas étaient diagnostiqués, cette unité d'isolement dirigée par le professeur Brookie serait réquisitionnée. Un dispositif capable de protéger le personnel soignant tout en maintenant une quarantaine stricte. Ces chambres à pression négative empêchent toute fuite du virus. Elles ont été les premières de la sorte construites en France. Le but de ces unités-là, c'est d'essayer de prendre en charge les premiers patients identifiés avec ce type de maladie, justement pour éviter les épidémies. Donc c'est quelque chose qui ne peut marcher que si on a une bonne détection des premiers cas et une très très bonne prise en charge. Si ça marche, on peut effectivement retarder ou on peut espérer éviter certaines épidémies en France. Une pandémie mondiale n'est pour l'heure qu'une hypothèse pour le MERS coronavirus. Elle fait écho à la terreur qu'ont toujours suscité les épidémies. La peste noire a décapité plus de la moitié de la population européenne au XIVe siècle. Elle a fait des dizaines de millions de victimes au cours de l'histoire. En 1918, la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Au total, 1/3 de la population de la planète a été contaminée. Depuis, d'extraordinaires efforts ont été accomplis. Le développement des conditions d'hygiène, les vaccinations, l'utilisation des antibiotiques ont permis une diminution phénoménale du nombre de victimes. Mais dans les années 80, un nouveau virus rappelle au monde qu'il n'est pas à l'abri. Do you know where this disease comes from? We're really not sure at this point where it comes from. The general feeling seems to be it's a virus, but we're not sure of the origin yet. Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, en effet, comment ce mal mystérieux fait trembler les États-Unis, la progression de la maladie. Le sida a tué plus de 36 millions de personnes. En 30 ans, le virus a fait le tour du monde, a changé nos comportements, nos croyances. Le sida continue à tenir en échec le monde médical, qui croyait en avoir fini avec les épidémies et qui n'a pas su anticiper sa progression.
Désormais, chaque émergence de nouveaux virus est pris très au sérieux. La grande différence entre le VIH et des virus comme le MERS ou le H7N9 est leur stade d'avancement. Le VIH a d'abord émergé dans des villages reculés d'Afrique centrale. Puis il a pris pied en ville, il s'est ensuite mis à prendre l'avion et à faire le tour du monde. Ce qu'on voit actuellement avec le MERS ou le H7N9 est la toute première étape de cet enchaînement. Peter Daszak est un pionnier de l'écologie de la santé. Il est l'un des premiers à s'être lancé dans la prévision des épidémies. Il pointe du doigt l'augmentation croissante de ces nouveaux virus, notamment ceux issus du monde animal. Pour lui, certaines espèces et surtout certaines zones de la planète sont particulièrement à risque. Ça se passe surtout là où les populations sont les plus denses et lorsque l'on bouleverse l'environnement d'une manière qui favorise le passage des virus animaux à l'homme. Comme par exemple avec l'agriculture intensive, la déforestation ou bien l'ouverture de nouvelles routes dans des endroits reculés. Voilà ce qui fait émerger des maladies nouvelles. Tous les endroits où les populations humaines grossissent très rapidement font partie de ces points chauds. Partout où ces pathogènes apparaissent, Peter Daszak envoie ses équipes sur le terrain pour enquêter, tenter de découvrir l'animal à l'origine de la transmission du virus à l'homme. C'est son organisation qui a été appelée pour remonter la source du MERS coronavirus en Arabie Saoudite. Avec le chercheur Kevin Olival, ils viennent tout juste de publier leur première découverte. 2 espèces sont dans leur ligne de mire. Ça peut empirer? Il y a un risque de pandémie? Ça pourrait être beaucoup plus étendu que ce qu'on imaginait. Cela pourrait émerger dans toutes les régions où les zones de répartition des dromadaires et des chauves-souris se chevauchent. Je serais vraiment curieux de comprendre quel rôle les chauves-souris jouent. On sait que le virus se retrouve chez les chauves-souris, on sait qu'il est chez les dromadaires. On pense que les chauves-souris l'ont transmis aux dromadaires il y a une vingtaine d'années, mais est-ce que cette transmission se poursuit? Du coup, est-ce une affaire qui concerne les chauves-souris ou plutôt les dromadaires? Pour le moment, c'est plutôt les dromadaires, non? C'est un peu comme une enquête criminelle. Il faut trouver les indices qui permettent de remonter jusqu'au coupable, à la personne qui tient l'arme du crime. Le problème, c'est que tu remontes perpétuellement dans le temps. Tu arrives toujours après coup. Alors, il faut remonter cette piste jusqu'au tout premier cas, la première personne infectée. Après, il y a ce moment magique, lorsque tu trouves cette personne qui a eu un contact, ici avec une chauve-souris ou un dromadaire, et là, tu te dis « Waouh, c'est lui ». C'est comme ça, en ayant ce comportement à risque, que le virus est passé à l'homme. Les humains, infectés par des dromadaires, eux-mêmes infectés par des chauves-souris, le voici, le réservoir, l'hôte naturel, le porteur sain du MERS coronavirus et de bien d'autres virus. Les chauves-souris sont clairement le réservoir d'un grand nombre de nouveaux virus. Les gens ne se rendent pas compte qu'elles représentent 1/5 des mammifères du globe. Elles vivent la nuit, on ne les voit pas vraiment, on ne sait pas combien elles sont, mais il y en a une variété immense, sous les tropiques notamment. Et chaque espèce de chauve-souris a son lot de virus spécifiques. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial chez elles qui leur permet d'abriter ainsi tant de virus. Il y a beaucoup de recherches en cours sur leur système immunitaire et sur leur évolution. On est encore loin d'avoir toutes les réponses. En Afrique, certaines espèces de chauves-souris abritent les filovirus, probablement les plus effrayants de la planète, comme Ebola ou Marburg, qui provoquent des fièvres hémorragiques. Gaël Maganga, chercheur au CIINF, le Centre international de recherche médicale de Franceville, dirige aujourd'hui une mission de capture dans le sud du Gabon, au cœur des forêts primaires.
Voilà votre cadeau, docteur. Oh, mais celle-là, elle est là depuis. Et puis non, on la tient avec les gants. Il y avait les gants. J'avais peur du virus Ebola. Ici, il n'y a pas le virus Ebola. C'est ça qu'on va justement essayer de chercher. Il faut éviter tout contact avec les déjections ou tout produit de sécrétion ou d'excrétion. Et même avec tous les supports potentiellement contaminés. Il y a eu des cas de contamination de chercheurs, mais c'était surtout des spéléologues qui allaient dans des grottes. Et même il y a eu des cas de contamination pour le virus Marburg. Donc toujours de spéléologues, des gens qui allaient en visite, même des touristes qui rentraient dans les grottes et qui au sortir de là étaient infectés, quoi. Il y en a qui se sont fait griffer par des chauves-souris. Bon, donc tu disais que la sortie c'est là. Hein? La sortie principale c'est ici. D'accord. Donc si on doit poser le filet, essayer de couvrir tout le long là. Le principe, bloquer l'entrée avec un filet. Puis ils devront pénétrer eux-mêmes dans la grotte pour forcer les chauves-souris à sortir en direction de leur piège. Là, nous sommes dans les entrailles de la grotte. Ouais, le monde des engloutis. Et là, on entend le battement des ailes, des chauves-souris. Ouais. Avec le bruit de la rivière qui coule. C'est assez impressionnant. Qui coulait là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied. Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, quoi. Entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là, c'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, quoi. Écosystème fermé, peu de renouvellement d'air, proximité entre les espèces, c'est les conditions rêvées pour la transmission des virus. Il y en a qui se prennent. Hein? Oui. Une vient de se prendre en bas là. Oui, oui. C'est important de venir jusqu'ici parce qu'on sait que dans ces grottes, il y a des espèces de chauves-souris qui sont connues pour être des réservoirs de virus qu'on a déjà identifiés au Gabon. Donc c'est quand même important de faire ce travail de surveillance virologique de ces espèces réservoirs pour justement avoir une connaissance réelle de tous les agents qui circulent afin de pouvoir sensibiliser les populations rurales environnantes aux risques réels qu'il y a de manipuler, de chasser et surtout de consommer ces animaux. Surtout chasser et manipuler. Avant d'en arriver là et de cibler la chauve-souris comme réservoir du virus Ebola, il a fallu plus de 20 ans d'enquête aux équipes du CIRMF du Gabon. Et au début, les primates étaient les suspects principaux. 1996, donc c'est la deuxième épidémie d'Ebola. Ce sont des enfants en fait qui avaient trouvé une carcasse de chimpanzé dans la forêt. Et ces enfants voulaient montrer aux adultes du village qu'ils avaient été capables de tuer un chimpanzé. Donc en fait, ils ont fait mine de croire aux adultes du village qu'ils avaient tué le chimpanzé. Donc ils sont tous revenus avec, ils l'ont dépecé. Et évidemment, tous les enfants qui ont participé au transport et au dépeçage du chimpanzé ont été contaminés par le virus et sont quasiment tous décédés. Et c'est là que l'aventure Ebola, entre guillemets, a commencé pour le CIRMF et pour le Gabon. Depuis lors, les épidémies d'Ebola se sont succédées en Afrique. Dans les années 2000, la République démocratique du Congo est particulièrement atteinte. Hautement contagieux, Ebola provoque des hémorragies foudroyantes et tue dans 90% des cas. Le virus apparaît et disparaît de façon mystérieuse, la plupart du temps dans des villages reculés, au cœur de la forêt. À chaque attaque, les équipes sanitaires sont accompagnées de scientifiques, dont ceux du CIRMF.
qui interviennent pour tester les animaux de la forêt proche des villages touchés, en espérant faire une découverte décisive. C'est étonnant pour les villageois de nous voir arriver comme ça et autres, parce que bon, nous, il fallait absolument qu'on se protège, parce qu'on allait en contact des personnes atteintes du virus Ebola. Et la population, avec le temps aussi, a fini par s'habituer, quand même, voir habillés comme si on débarquait sur la Lune. On se bat contre qu'il y aurait un ennemi invisible. Donc c'est tout ça qui nous faisait peur. Mais après, bon, on sait qu'on est protégé, et avec l'habitude, la peur s'est éloignée de nous. Pour lutter contre Ebola, ce laboratoire P4 a été inauguré en 1997 pour enquêter au plus près du terrain. Il n'existe qu'une trentaine de ces laboratoires dans le monde. Totalement hermétiques, constitués de plusieurs sas de décontamination, ils offrent un niveau de sécurité biologique ultime. Ce sont tous les prélèvements qui viennent de patients suspects de maladies potentiellement très dangereuses. En général, on travaille essentiellement sur les prélèvements de patients suspectés de fièvre hémorragique. Au terme de 10 ans d'enquête, les équipes du CIEMF sont parvenues à identifier les premiers la présence d'Ebola chez 4 espèces de chauves-souris du Gabon. Restait à comprendre son mode de transmission à l'homme. Le virus ne disparaît jamais, il est là, il est présent au sein de son hôte naturel. Mais ce qui ne se produit pas, c'est cette transmission à l'homme. Il faut tout un ensemble de facteurs favorisants pour qu'il y ait cette transmission. On sait désormais que la chauve-souris, porteur sain du virus Ebola, son réservoir donc, ne souffre d'aucun symptôme. Mais elle contamine des fruits via sa salive ou ses déjections. Le singe, infecté à son tour, tombe lui rapidement malade et meurt. Si un chasseur découvre et découpe le cadavre, il peut se contaminer au contact du sang de son gibier. Mais la contamination peut aussi avoir lieu sans l'intermédiaire d'un singe. La viande de chauve-souris est aussi consommée. Au cours de la découpe, le virus peut passer directement de la chauve-souris à l'homme. Quelques jours après, le chasseur, malade à son tour, devient lui-même contagieux par simple contact avec ses proches. C'est le début de la flambée épidémique. La chauve-souris, réservoir des filovirus, Ebola et Marburg, mais pas seulement. Comme de nombreux chercheurs, les scientifiques du CIEMF travaillent désormais sur l'ensemble des autres virus qu'elles hébergent. En général, les virus ont des sites de réplication différents. Donc il y en a qui se répliquent au niveau du système nerveux, qui vont être transmis par exemple par la salive. Il y en a qui vont se répliquer au niveau du foie et de la rate. Il y en a qui vont se répliquer au niveau de l'intestin. Donc en fonction des agents pathogènes qu'on souhaite rechercher ou qu'on veut rechercher, on diversifie aussi les différents organes en privilégiant le tropisme. Combien de virus les chauves-souris hébergent-elles au juste? Et comment s'en protéger? Nous avons essayé de trouver une méthode pour savoir combien de virus inconnus existaient. Nous sommes partis d'une espèce de chauve-souris d'Asie du Sud qu'on trouve au Bangladesh, sur laquelle nous avons prélevé des échantillons de façon continue. Nous ne cessions de découvrir de nouveaux virus, jusqu'à ne plus en découvrir, ou en tout cas de moins en moins. À partir de là, on a pu savoir combien de virus inconnus cette espèce particulière abritait. En extrapolant aux autres mammifères, nous avons tenté d'en déduire combien il en existait d'inconnus à la surface de la Terre. Et nous trouvons le chiffre de 300 000 virus encore inconnus. Predict, l'un des principaux projets de Peter Daszak, a obtenu le soutien du gouvernement américain. 75 millions de dollars pour l'anticipation des risques pandémiques.
Preuve que la stratégie de prévention est prise très au sérieux outre-Atlantique. Les équipes de Peter Daszak collectent des échantillons dans le monde entier. Ils les envoient ici, à l'Université de Columbia, en plein New York. Salut Peter. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, ce sont des échantillons qui proviennent du projet au Brésil. Génial, ils sont arrivés. Oui, des milliers. Vous avez découvert de nouveaux virus cette semaine? Oui, nous avons trouvé un nouveau virus de grippe chez des chauves-souris de Bolivie, vraiment génial. Et c'est le premier virus de grippe du projet, je crois. Chez des chauves-souris? Oui, des chauves-souris. Nous avons aussi découvert un nouveau rétrovirus, proche du VIH chez les singes dorés, et c'est super cool ça aussi. D'Afrique? Oui, d'Afrique. La prochaine pandémie mondiale pourrait se trouver dans ce réfrigérateur, en effet. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que nous nous focalisons sur des pays que nous considérons à risque et sur des espèces que nous considérons aussi à risque. Alors, parmi tous ces échantillons, il se peut tout à fait qu'il y ait là la prochaine pandémie. L'équipe procède également à l'évaluation de la dangerosité de ces nouveaux pathogènes. Depuis que les premiers virus ont été observés dans les années 30, des progrès considérables ont été effectués dans la compréhension de ces organismes qui se servent de leur hôte pour se multiplier. On sait désormais qu'ils parviennent à entrer dans les cellules grâce aux molécules présentes à leur surface. À l'intérieur, les virus libèrent leur matériel génétique qui est dupliqué par la machinerie cellulaire, à son insu, et en grande quantité. Les virus sont ensuite libérés et infectent d'autres cellules. Cela provoque une inflammation des organes qui conduit aux symptômes de la maladie. Le virus est désormais prêt à contaminer d'autres personnes. Je voyage énormément. Si je serre la main à 10 personnes, qui ont elles-mêmes serré la main d'une dizaine de personnes, alors c'est comme si j'avais moi-même serré la main d'une centaine de personnes. Quelle est la probabilité pour que l'une de ces personnes ait une grippe ou une forme de diarrhée que je n'ai pas du tout envie d'attraper? Elle est très élevée. Nous avons distribué aussi cela partout dans le laboratoire et nous l'utilisons. Le patron de ce laboratoire, le professeur Jan Lipkin, est une star mondiale de la virologie. Il est passé maître dans l'identification génétique de nouveaux virus. En 11 ans, son laboratoire en a découvert plus de 400. C'est avec lui que Peter Daszak a fait équipe pour étudier les chauves-souris porteuses du MERS coronavirus. Si le MERS vient bien des chauves-souris, on devrait étudier leur système immunitaire. On a vérifié la répartition d'une espèce particulière. Il y en a jusqu'en Australie. Et là-bas, ils ont la plus importante population de dromadaires au monde, en dehors du Moyen-Orient. Ils sont en train de les tester en ce moment pour voir s'ils sont infectés. Très bien. Quand des gens meurent et qu'un virus se propage dans le monde entier, cela veut dire qu'une transmission interhumaine s'est mise en place. Forcément, on s'inquiète d'un risque de pandémie. Pour le stopper, il faut comprendre si la source animale continue d'infecter les hommes, ou bien si le virus est déjà dans une phase où l'infection interhumaine est complètement établie. Les questions les plus importantes autour de ce virus restent posées. Comment rend-il malade? Pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles d'être infectées que d'autres? Que faudrait-il pour que ce virus se transmette beaucoup mieux entre êtres humains? Ces questions-là vont bien au-delà du travail que Peter Daszak et moi-même réalisons. La transmission d'homme à homme. Le signal qu'une maladie émergente, au départ animale, est en train de devenir contagieuse entre hommes. Le signal qu'elle est capable de causer une catastrophe mondiale. Comme un autre coronavirus, le SRAS, qui en 2003 avait terrifié le monde.
Le plus frappant était l'impact à Pékin. Il n'y avait absolument personne dans l'avion qui nous amenait du Japon, à part mon collègue et une autre personne. Les rues étaient désertes. Les gens désespérés, car ils pensaient qu'ils étaient en train de mourir ou bien qu'ils avaient contaminé leurs proches. Il n'y avait aucun traitement fiable et aucun moyen réel de se protéger. C'était horrible. Ça faisait penser à ce qu'on peut lire sur la peste. On se serait cru revenu au Moyen-Âge. Ça y ressemblait vraiment. Le SRAS s'est avéré particulièrement sévère à Hong Kong, où il s'est initialement déclaré. Le professeur Malik Peiris était à l'époque en première ligne pour comprendre cette soudaine explosion. C'est l'hôtel Métropole là-bas. C'est là qu'a séjourné le premier homme infecté par le SRAS à Hong Kong. Il n'est resté qu'une seule nuit au 9e étage de l'hôtel. Cela lui a suffi pour contaminer 15 autres personnes qui sont reparties dans des directions différentes. Certaines à Singapour, d'autres au Canada, aux États-Unis ou au Vietnam. Partout, ces personnes ont été à l'origine de flambées de SRAS. Ici, c'était vraiment l'épicentre d'une épidémie mondiale. Quand ça s'est terminé, 8000 personnes avaient été infectées. 800 d'entre elles étaient mortes. Malik Peiris devient mondialement connu lorsqu'à l'époque, son laboratoire est le premier à isoler le virus du SRAS. Pendant 10 ans, ses équipes ont travaillé sans relâche pour percer le mystère de son origine, son réservoir naturel. C'est la civette, un animal dont sont friands les Chinois, qui est d'abord suspecté. Lorsqu'on analysait les civettes dans la nature, elles n'étaient pas infectées. Le réservoir naturel devait être autre chose. On s'est mis à analyser toutes sortes d'autres animaux. Et tout à coup, on a découvert une espèce de chauve-souris porteuse d'un nouveau coronavirus. Ce n'était toujours pas exactement le SRAS, mais un cousin très proche. En fait, c'est seulement cette année que le parent exact du SRAS a été découvert dans cette même espèce de chauve-souris. En 2003, le SRAS a traumatisé Hong Kong. Alors, lorsque ce jour-là, le nouveau virus de grippe aviaire, le H7N9, qui alarme tant l'OMS, frappe la péninsule pour la seconde fois, la nouvelle est prise très au sérieux. C'est le deuxième cas humain de H7N9, déclaré à Hong Kong. Nous poursuivons notre investigation épidémiologique pour comprendre comment le patient a pu être exposé à de la volaille. En quelques heures, le gouvernement relève son niveau d'alerte. Les 2 malades sont en soins intensifs dans les hôpitaux de la ville. L'un d'eux décède 20 jours plus tard. Les lieux où ils ont séjourné sont minutieusement désinfectés. Toutes les personnes de leur entourage sont isolées, parfois sous bonne garde, en quarantaine stricte. Et pourtant, le virus ne s'est toujours pas montré capable de se transmettre entre êtres humains. Il semble que ce virus H7N9 soit beaucoup mieux adapté au système respiratoire humain que n'importe quel virus de la grippe, y compris le H5N1. Mais il se transmet très mal par voie aérienne, par rapport à une grippe saisonnière
ou celui de la pandémie H1N1, par exemple, qui sont, elles, très efficaces. Il a fait beaucoup de chemin déjà, mais il n'y est pas encore arrivé. Cependant, avec le temps, le H7N9 pourrait y parvenir. Chez un virus, c'est l'hémagglutinine, le H, qui lui donne sa capacité à se transmettre facilement. Autre caractéristique, c'est le N, la neuraminidase, qui permet au virus d'être virulent. Le H et le N existent sous différentes formes. Si la nature a doté le virus du bon H, il est très contagieux. S'il a le bon N, il aura une forte capacité à se multiplier à l'intérieur du corps et envahir toutes les cellules. H1N1 est une combinaison inquiétante car elle est potentiellement à la fois contagieuse et virulente. C'est ce qui s'est passé avec la grippe espagnole en 1918. Évidemment, les choses sont un peu plus compliquées que ça, car en 2009, le virus H1N1 qui a déclenché une alerte pandémique mondiale était bien contagieux, mais en revanche, pour des raisons mal connues, il s'est avéré très peu virulent. C'est justement avec une grippe saisonnière que le virus H7N9 pourrait se combiner durant l'hiver, et ainsi devenir contagieux entre hommes. Mais comment et où cette recombinaison se produirait-elle? C'est peut-être à quelques kilomètres de là, en Chine continentale, que se trouve la clé de l'émergence des grippes, H7N9, et avant elle, H5N1. Pour qu'un virus vienne jusqu'à nous, il faut une interface, un passeur. Pour les grippes, les oiseaux sauvages en sont le réservoir, mais ce sont bien les volailles qui font office de transmetteurs. La Chine est le plus grand producteur de volailles au monde, mais deux autres caractéristiques s'y ajoutent, comme l'existence d'immenses marchés de volailles vivantes. Peter Daszak est venu à Lipou, dans le sud du pays, pour tenter de comprendre. C'est un grand marché, vraiment grand. C'est très intéressant, ce n'est clairement jamais nettoyé. Il y a constamment de nouvelles volailles qui arrivent. S'il y a un virus, il a toutes les chances d'infecter les suivantes. Personne ne nettoie, c'est clair. C'est incroyable. Il y a des cadavres là-bas. J'ai vu des poules mortes à l'extérieur. Personne n'a pu me dire ce qu'elles avaient eu. Et personne n'a fait de tests sur ces carcasses. J'imagine qu'elles ne sont pas consommées. Aucune hygiène. En même temps, c'est tellement typique des marchés chinois. Si un de ces animaux était infecté, il y a de grandes chances pour que le virus reste vivant ici. Et il y a des gens qui restent là toute la journée. Ils mangent ici, ils sont exposés à tout ce dont ces volatiles sont porteurs. C'est l'exposition maximale aux grippes aviaires et aux autres pathogènes. Mais pour Peter Daszak, le risque ne se limite pas à ces marchés d'animaux vivants. Il vient avant tout du mode d'élevage lui-même. Des volailles laissées en liberté la journée et rentrées quasiment dans les habitations la nuit. C'est cette promiscuité qui permet aux virus de la grippe de passer de leur réservoir, les oiseaux sauvages, à l'homme, et de franchir ainsi la barrière des espèces.
J'en avais entendu parler. Je connaissais l'existence de ces fermes, bien sûr. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point ces élevages en plein air s'étendaient comme ça, aussi loin dans la nature. Les poules sont complètement mélangées avec les oiseaux sauvages et les autres animaux. Il y en a à perte de vue. D'un point de vue viral, c'est idéal. C'est parfait pour une contagion. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Est-ce que la grippe aviaire vous inquiète? Ce serait idiot de dire que je ne suis pas inquiet. Bien sûr que je le suis, mais on essaie de prendre toutes les précautions. Vous faites des tests? Oui, ils ont été vaccinés quand ils étaient jeunes. Contre quelle grippe aviaire ont-ils été vaccinés? Ça, je n'en sais vraiment rien. Ce sont les vétérinaires qui s'en chargent. C'est le grand problème des grippes aviaires. On est toujours en retard. Chaque année, il y a une nouvelle souche qui émerge. Il y a eu le H5N1, on a développé un vaccin, la Chine a vacciné. Et puis, c'est le H7N9 qui émerge et ça continue. Chaque année, il y a une nouvelle souche. C'est très problématique. En l'absence d'une pandémie déclarée, les procédures pour fabriquer un vaccin contre la grippe peuvent prendre jusqu'à 2 ans. Bien trop pour prendre de vitesse un virus comme le H7N9. Je sens qu'on va avoir un problème. C'est très difficile d'attraper une poule. C'est connu, ça. Alors, je prélève où? Voilà. C'est fait. Nous cherchons à localiser les points chauds comme celui-ci en Chine, mais aussi à travers tout le sud-est asiatique. On veut savoir où la recombinaison entre virus peut avoir lieu. Quels sont les endroits les plus à risque et qu'est-ce qui favorise ce risque? Nous avons découvert par exemple que la taille des exploitations entre en jeu, mais aussi que la structure de ces fermes compte beaucoup. C'est précisément dans ces endroits que nous faisons nos prélèvements pour découvrir la prochaine souche de grippe. Pour qu'un virus puisse infecter une espèce, il doit être adapté à celle-ci. Chaque virus possède la clé pour entrer dans les cellules de sa victime. Quand un virus de poule se présente devant une cellule de poule, l'infection se déroule sans problème. Un virus de poule qui rencontre une cellule humaine ne peut en revanche pas faire grand-chose. L'infection est impossible. C'est ce qu'on appelle la barrière des espèces. Mais elle n'est pas inviolable. Le grand secret des virus, et en particulier celui de la grippe, c'est de pouvoir muter. Autrement dit, de pouvoir changer de clé. Des milliers de mutations ont lieu chaque jour, et dans l'immense majorité des cas, elles ne permettent pas au virus de franchir la barrière. Mais à force de muter, l'un d'entre eux peut trouver la clé. Un peu plus au sud, ce voisin de la Chine craint particulièrement ces mutations. Le Vietnam est pour l'instant indemne, mais pour ne prendre aucun risque avec le H7N9, les autorités viennent d'interdire toute importation de volailles en provenance de Chine. Cela n'empêche pas le poulet chinois de se retrouver sur les marchés de la capitale. Le commerce illégal explose. Une cargaison de 3000 poussins vient d'être interceptée sur ce fleuve frontalier. C'est ici que nous avons surpris les trafiquants. Ils poussaient une barque avec des volailles qui venaient de l'autre rive, c'est-à-dire de Chine. C'était une barque comme vous en voyez là-bas. Ils sont entrés ici, dans cette crique, parce que derrière, il y a un village avec une ferme d'élevage. Les trafiquants se seraient sans doute servis de cette ferme pour blanchir la cargaison. Si nous n'étions pas intervenus ici, il aurait été impossible de dissocier ces poussins de ceux de la ferme.
Stopper le trafic de volailles est notre mission prioritaire en ce moment. Le Vietnam est le pays qui a le plus souffert lors de la crise H5N1. 40 millions de poulets ont été abattus dans l'espoir de bloquer le virus. La population entière a arrêté de consommer du poulet et du canard. Ce fut un désastre économique. Pour ce nouveau virus, la tâche est encore plus complexe. Particulièrement virulent chez l'homme, le H7N9 est très difficile à détecter dans les élevages. Les volailles contaminées ne présentent aucun symptôme. Même pour exporter vers la Chine ou transporter des volailles à l'intérieur du pays, les mesures sont strictes et l'on décontamine à tour de bras. Une fois les contrôles effectués, on charge la cargaison et on scelle le camion comme ça. Si c'est coupé, je m'en aperçois très facilement. Dans son combat contre le H7N9, le Vietnam reçoit l'assistance de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Scott Newman est le coordinateur local du programme dédié aux risques frontaliers. 2 fois par semaine, des prélèvements de ce type traquent la présence du H7N9 dans 16 marchés tests que la FAO a désignés le long de la frontière. Mais pendant combien de temps les autorités vietnamiennes pourront garder ce niveau de contrôle? A-t-elle une ferme? Est-ce qu'elle élève ses poulets chez elle? Je garantis à 100% mes volailles. Je suis sûre de leur provenance. Et que fait-elle des volailles invendues? Si tout n'est pas vendu le soir, je pose un cadenas sur les cages et c'est gardé toute la nuit ici. De la volaille qui reste sur place la nuit, des protections rudimentaires au moment des abattages, beaucoup d'efforts pourraient être encore faits. H7N9 est une maladie invisible chez les poulets, mais elle tue les hommes. En Chine, les gens sont principalement tombés malades dans les marchés d'animaux vivants. Toute l'industrie de la volaille et le secteur agricole, dans une large mesure, a été impacté. La Chine estime que plus de 26 milliards de dollars ont été perdus dans cette industrie de la volaille pour une maladie qui n'affecte que les hommes. Không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu dưới mọi hình thức, không sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi có các biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. En parallèle des recherches sur le terrain et en l'absence de traitement, une course contre la montre a commencé pour développer des vaccins contre ces nouveaux virus. Aucun cas de MERS coronavirus n'a été notifié à l'OMS pendant le pèlerinage à la Mecque, mais il continue à tuer en Arabie Saoudite. La peur n'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est rester très vigilant. Car il semble que de nombreuses personnes soient infectées, mais ne développent aucun symptôme. Ces personnes ne vont donc pas à l'hôpital, mais peuvent transmettre à d'autres le virus. La conséquence pourrait être que le virus soit en train de se répandre partout dans le monde. Luis San Juanes est l'un des meilleurs spécialistes au monde des coronavirus. Son laboratoire est le plus avancé dans la recherche d'un vaccin contre le MERS coronavirus.
Pour y parvenir, il faut réussir à atténuer sa virulence, sa dangerosité. Et pour le modifier ainsi dans les meilleures conditions, l'équipe de Madrid a choisi de recréer ce virus de toutes pièces, synthétiquement. Une performance que de plus en plus de laboratoires sont désormais capables de réaliser. Une technique qui pourrait être généralisée à toutes les grandes familles de virus, afin de fabriquer des vaccins le plus rapidement possible, dès qu'un nouveau virus émerge. Imaginez un peu. Vous pourriez avoir une sorte de dépôt dépendant de l'Union européenne ou du gouvernement américain, où il y aurait une base et tous les outils déjà prêts pour fabriquer n'importe quel nouveau virus. 95% du travail pour fabriquer son vaccin serait déjà fait. Pour prendre les virus émergents de vitesse, certains scientifiques utilisent des méthodes beaucoup plus controversées. A very important development on bioterrorism to tell you about. Researchers have created a form of the deadly bird flu virus that can easily spread from person to person. There is growing concern that if terrorists got their hands on this information, they could create a virus that could kill millions of people around the world. Quelque part dans cet hôpital hollandais, des chercheurs ont fabriqué fin 2011 un virus mutant de H5N1. Ce qu'on redoute que la nature fasse toute seule, que le virus change et devienne contagieux, ils l'ont fait ici, en laboratoire. Ils s'apprêtent à faire de même en ce moment pour le H7N9, le nouveau virus de grippe aviaire. You can see it's in here. Alors ici, vous avez dans ces compartiments des boîtes qui contiennent des ampoules. Et à l'intérieur de chacune d'elles, il y a des virus. Mais ceux qui sont dangereux pour les hommes ou les animaux, on ne les conserve pas ici. Je peux vous montrer aussi dans ces pièces à moins 20 degrés les boîtes qu'on garde. Alors ici, dans chacune de ces fioles, il y a du plasma. Ça permet de faire de l'archéologie des virus. Par exemple, pour quelqu'un né en 1857, vous retrouverez dans son sang les anticorps des virus qui circulaient en 1857. Et où conservez-vous les souches que vous avez fabriquées? Ah, le H5N1. Je ne vais certainement pas vous le dire. Si des gens voulaient s'emparer de ce virus, ils rêveraient d'avoir des renseignements pour le localiser. Alors si je vous le dis, vous le diffuserez dans votre programme et nous ne voulons évidemment pas les aider à mettre la main dessus. S'il est interdit de s'approcher des souches mutantes ou des laboratoires où ont lieu les expériences, et notamment celles réalisées sur des furets, l'animal qui sert de modèle, il est possible de rencontrer les hommes qui y travaillent. Dans la dernière publication, la transmission du H7N9 semble encore limitée. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? C'est très limité encore, oui. Si tu devais faire une prédiction, tu dirais que vous y arriverez quand? Dans un an? Un an peut-être. Tu te souviens des premiers temps avec le H5N1? Tu avais travaillé dessus, non? Bien sûr, nous étions 3 autour de l'ordinateur à attendre les résultats. Lorsqu'ils sont apparus, on a immédiatement appelé le patron. On lui a dit, ça y est, les résultats sont positifs, le H5 se transmet. On s'est dit, si ce truc s'échappe du labo, on va avoir un gros problème. Oui, mais il en est hors de question. Bien sûr, c'est impossible.
Ce virus que nous avons développé nous permet de tester les antiviraux actuels pour savoir s'ils seraient efficaces face à lui, avec l'espoir de pouvoir soigner les populations si ça se produisait. On fait ce genre de test grâce au virus mutant. Serions-nous capables de le tuer dans l'œuf si ça arrivait, ou au moins serions-nous capables de produire des vaccins en masse? Voilà ce que nous faisons comme recherche. Bien entendu, nous avons été critiqués et il faut être conscient que ce type de recherche soulève des critiques et que ça peut être dangereux si ce n'est pas fait dans les règles. Mais le risque que n'importe quel bioterroriste s'empare des résultats, qu'il reproduise notre virus en utilisant notre système, ce risque est nul. Il est impossible de refaire ces expériences si vous n'êtes pas virologue. En revanche, le bénéfice de ces recherches peut être immense et nous avons une obligation morale envers le monde entier de continuer. Ces arguments n'ont pas convaincu. De nombreux scientifiques se sont même mobilisés pour que cessent ces recherches. Un moratoire imposé sur ces travaux a fini par être levé par l'OMS l'an dernier. Ce que regrette Patrick Berch, spécialiste du risque bioterroriste. Moi, je suis extrêmement opposé à ce type d'expérience. C'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi rendre ultra contagieux un virus qui ne l'est pas et qui n'y arrive pas? S'il y avait un accident, un mort simplement dans un laboratoire, que dirait-on des chercheurs qui ont créé, à l'instar de Frankenstein, un monstre qui peut éventuellement entraîner une pandémie? C'est incompréhensible. Vive inquiétude en Grande-Bretagne après la découverte de 2 cas de variole à Birmingham. 200 personnes qui les avaient approchées ont été mises en quarantaine. This woman, Janet Parker, a medical photographer, died after being infected with smallpox virus, which had escaped from a laboratory refrigerator. Janet Parker est une jeune photographe d'une quarantaine d'années qui travaille juste au-dessus d'un laboratoire de haute sécurité où l'on manipule quotidiennement le virus de la variole. Et elle a été contaminée probablement par l'aération. Elle est morte au bout de 2 ou 3 semaines. Elle est morte de la variole. Elle a contaminé sa mère, qui a survécu, et son père, qui lui est mort subitement d'une crise cardiaque au bout du 3e ou 4e jour. Donc voilà un exemple d'accident. Il y a aussi eu des accidents avec le SRAS dans des laboratoires chinois. Donc les accidents dans les laboratoires de haute sécurité sont nombreux. On en dénombre près de 450 depuis 20 ou 30 ans. Des risques d'accident, mais aussi de malveillance. Parmi les hypothèses, l'utilisation par des terroristes dans des transports d'un nouveau virus, ou d'un virus comme la variole contre lequel les populations ne sont plus vaccinées. Des virus qu'il est possible aujourd'hui de fabriquer de toutes pièces. Les endroits où sont stockés le virus Ebola, le virus, etc., qui sont pratiquement inaccessibles, maintenant sont accessibles à travers des scientifiques d'un bon niveau qui sont capables, à partir de la séquence, de les resynthétiser entièrement. C'est compliqué à faire, mais c'est possible. Il n'y a plus de sanctuaire. Le problème reste de trouver comment le disséminer efficacement dans la population. Et ça reste un défi majeur. Il faudrait que vous parveniez à comprendre comment stabiliser ce virus pour qu'il ne se désactive pas au contact de l'environnement dans lequel il sera disséminé. Parce que rien que le soleil, par exemple, suffit à tuer un virus. Dans ces scénarios du pire, attaque terroriste ou pandémie mondiale, que faire si une maladie se répand d'un continent à l'autre? Le vaccin reste l'arme privilégiée par les autorités, mais encore faut-il qu'il soit accepté. Or, la pandémie de grippe A, H1N1, en 2009, a laissé des traces et considérablement accru la méfiance des populations envers les vaccins.
On commence donc ce journal par les inquiétudes soulevées par la découverte d'un nouveau virus de grippe porcine. A new swine flu strain that is killing people across Mexico has pandemic potential, the World Health Organization says, but it may be too late to contain the sudden outbreak. The swine flu virus is now in Europe. The first case has been confirmed in Spain. The army has been handing out millions of face masks to help stop the spread of the virus. He tomado la decisión de suspender todas las actividades de los planteles públicos y privados de todos los niveles educativos, incluyendo las guarderías. Ce matin, nous avons 80 cas de grippe déclarés. Partie au printemps 2009 du Mexique, la grippe H1N1 a en quelques mois infecté les populations du monde entier. Le 11 juin, pour la première fois depuis 40 ans, l'OMS décrète la pandémie mondiale. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Dès l'instant où il y a eu ce niveau 6 de déclenché, ça déclenchait effectivement l'achat des vaccins et les vaccinations. Fallait-il contester et ne pas répondre? La France ne pouvait pas se permettre de le faire. Les autres pays ont suivi aussi. Des campagnes de vaccination démarrent partout dans le monde. La France a prévu la couverture maximale, 94 millions de doses. C'est un grand classique des campagnes de vaccination, la ministre de la Santé piquée devant les caméras. Mais la population ne suit pas l'exemple de la ministre. Des médecins alertent sur la nocivité des adjuvants utilisés. D'autres sur le risque lié à cette fabrication industrielle précipitée. La confusion est totale. 5,6 millions de Français seulement se feront vacciner. L'opération coûtera un demi-milliard d'euros à la France, pour qu'au final, H1N1 fasse moins de morts qu'une simple grippe saisonnière. Le risque pandémique est totalement discrédité. En Allemagne aussi, la campagne contre H1N1 est un échec. 5% seulement de la population s'est fait vacciner. Dès 2009, Wolfgang Wodarg dénonce une pandémie contrefaite. Il est alors président de la commission santé du Conseil de l'Europe. Selon lui, les experts savaient dès le départ que le risque était faible. Ils auraient avant tout favorisé la santé financière des laboratoires pharmaceutiques. On ne disposait pas, à ce moment-là en 2009, de données témoignant à la fois d'une morbidité importante et de la mortalité associée à une pandémie pour que soit atteint le stade 6 et que l'on déclare ce niveau d'alerte. Cela signifie que l'OMS avait ici le doigt sur la gâchette. Cette opération avait été préparée en amont. Elle avait été préparée de sorte que l'OMS n'ait plus qu'à dire « maintenant, c'est une pandémie », pour que les États qui s'étaient engagés à prendre une certaine quantité de médicaments, sous certaines conditions, le fassent. Attaqué notamment sur les liens incestueux entre ces experts et les laboratoires pharmaceutiques, l'OMS a fait son mea culpa. Des rapports d'évaluation ont été publiés, concluant à des difficultés structurelles et des carences, mais à l'absence de délit. Le risque, c'est qu'on se dise, bon, c'est grotesque, on arrête tout. On arrête tout, on supprime tout, il n'y a plus besoin de tous ces organismes. Même si on dit que ça a été ridicule, ne jetons pas tout ce qui a été fait, même si ça a été mal fait. Il faut que ça serve de leçon. Vittoria Colizza est peut-être l'une de celles qui s'est le moins trompée sur la pandémie de H1N1. Ces équipes de l'INSERM modélisent la propagation des infections en fonction des habitudes humaines au niveau mondial. Voyages en avion, déplacements journaliers, des milliards de données à collecter, comprendre et interpréter. Rodé au moment du SRAS, le modèle a fait ses preuves durant la grippe H1N1. Ils ont pu prédire pays par pays sur ces cartes la semaine de pic de l'épidémie. Et ils ont appliqué ce modèle au MERS coronavirus, qui sévit actuellement au Moyen-Orient. The actual number of cases could be
Les résultats montrent que pour le MERS, le nombre de cas est certainement 7 fois plus important que nous ne le pensons. Le modèle montre aussi quelles sont les autres régions susceptibles d'être à risque. Nous avons indiqué les probabilités sur cette carte. On a calculé cela notamment à partir du trafic aérien entre cette région, où se trouve la source du virus, et le reste du monde. Nous pouvons aussi travailler en temps réel. C'est un mode de fonctionnement plus complexe. Nous pouvons alors, par exemple, prédire quand l'épidémie arrivera dans un pays donné, comment l'épidémie se propagera dans le pays. Et, à partir de la première ville atteinte, prédire quelles seront les autres villes qui seront probablement touchées. À partir de là, on peut étudier quelle sorte d'intervention est possible, ce qui est faisable pour tenter de contrôler cette épidémie. Désormais, le modèle tente de faire ses preuves avec les animaux réservoirs à virus, comme les chauves-souris, afin de pouvoir suivre leur maladie et un jour tenter d'anticiper les transmissions aux hommes. The World Health Organization is furiously working to contain an outbreak of the dreaded Ebola virus that's now spread to at least 3 and possibly 4 West African countries. Alors que le MERS coronavirus et le H7N9 sont toujours sous surveillance, c'est un autre virus qui prend l'OMS par surprise. Une nouvelle souche d'Ebola, passée inaperçue depuis décembre 2013, est en train de créer la panique dans tout l'Ouest africain et jusqu'au Canada. Plusieurs fois par jour, une cellule de crise se réunit. Le docteur Stéphane Hugonnet vient faire son compte-rendu. Il rentre tout juste de Guinée-Conakry, où l'épidémie a démarré. Keiji Fukuda, sous-directeur général de l'OMS, assiste en personne à la réunion. D'un point de vue épidémiologique, il y a encore 3 des 4 districts initialement concernés qui sont encore touchés. Dans 3 régions, donc, la chaîne de transmission est toujours active. Concernant le contrôle de l'épidémie, les besoins sont immenses, à tout point de vue. Le message principal est donc, l'épidémie se poursuit, des cas vont continuer à faire leur apparition partout dans le pays, et aussi dans les pays voisins. Ça touche pratiquement tout le pays. Conakry se trouve à l'ouest, la Guinée forestière se trouve à l'est, donc c'est, je ne sais pas, plus de 1000 km touchés. C'est une épidémie internationale, avec le Libéria touché, et puis il y a des cas en capitale. Donc c'est vraiment, ça demande des ressources extraordinaires pour essayer de comprendre et de maîtriser cette épidémie. Peut-être on va faire le tour de qui est en ligne encore. Mali, Libéria, Sierra Leone et Cap-Vert. Nous allons commencer. Est-ce que le collègue de la Guinée est en ligne? Oui, allez, je confirme que Yesté est en ligne. Une seule transmission d'une chauve-souris à l'homme semble être à l'origine de cette nouvelle flambée d'Ebola qui a atteint Conakry, la capitale. C'est la première fois que des cas de transmission, déjà des dizaines, ont lieu dans une mégalopole de plusieurs millions d'habitants. Sur place, l'OMS pilote les activités de dizaines d'experts arrivés en urgence, dont Jean-Claude Manuguera de l'Institut Pasteur. Il faut aller vite parce que l'épidémie peut s'emballer. Pour un exemple, si on a une personne qui a 10 contacts, ces 10 contacts deviennent malades, ces 10 contacts dans chacun des contacts, ça fait 100 contacts à suivre. Ces 100 contacts tombent malades, chacun a 10 contacts, ça fera 1000 personnes à suivre. Et donc très vite, le suivi des contacts devient pratiquement impossible. Or, on sait bien que le suivi des contacts, c'est important parce que c'est ceux qui sont à risque d'avoir attrapé la maladie. Il faut le faire vite parce que sinon, vous voyez, c'est une espèce de réaction en chaîne qui peut très vite déborder le système. À Conakry, l'organisation Médecins sans frontières a construit un centre séparé du reste de l'hôpital, le village Ebola. Vous appelez si vous avez besoin d'aide. Véro, je reste ici. Véro.
Sans vaccin, sans remède, les médecins se contentent de soulager au mieux les malades et d'accompagner les mourants. Il s'agit aussi d'isoler par une quarantaine stricte tous ceux pour lesquels une simple suspicion d'Ebola existe. Des prélèvements sont réalisés sur chacun d'eux pour établir un diagnostic. C'est un laboratoire français à Lyon qui a procédé aux premières analyses. Désormais, il faut aller plus vite et éviter que les échantillons ne se dégradent dans le transport. Dans cette pochette, le sang d'un malade pour lequel le diagnostic va être posé. À quelques dizaines de mètres du village Ebola, Jean-Claude Manuguera supervise ses analyses dans un laboratoire de niveau P4, improvisé sur place. La seule manière pour ces chercheurs de se protéger du virus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie du prélèvement où il y a du virus infectieux et une partie va être utilisée pour faire les analyses et on va l'inactiver avant de le ressortir. Comme ça, après, on peut le travailler en dehors de la boîte à gants. C'est un test relativement sophistiqué mais qui a une interprétation extrêmement simple, avec un résultat qui se lit extrêmement facilement. Vous voyez ici 2 échantillons jaunes bien fluorescents qui marquent la présence spécifique de traces de virus Ebola. 2 cas avérés, un négatif, le nombre de tests à réaliser diminue. Un mois après le début de cette nouvelle flambée, c'est le reflux de l'épidémie. A posteriori, c'est toujours facile de dire. Finalement, il y a moins de 200 cas et moins de 100 morts. Et puis, on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Imaginez une épidémie qui se propage dans toute une capitale et ensuite à d'autres capitales. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe qui ne s'est heureusement pas produit parce que probablement la situation ne s'y prêtait pas. Peut-être aussi avec l'intervention des moyens de riposte qui a groupé la communauté internationale. Et donc, c'est probablement aussi, on ne sait pas ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait. Après une accalmie au printemps, l'épidémie d'Ebola a repris au mois de juin, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Une poignée de miraculés, dont Oularé Bakari, s'en est sorti indemne. Ce n'était pas du tout facile. Je voyais les cadavres. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, les malades là sont venus depuis quand? Et est-ce qu'ils étaient venus comme moi? Vraiment, j'étais inquiet, très inquiet. Donc pour moi, j'allais mourir. C'était fini pour moi. Et un autre malade qui se baignait, il y a le sang, ils y perdaient le sang. Ils faisaient la diarrhée sur place, ils vomissaient, je les voyais vomir du sang. On faisait sortir un corps et puis on venait les prendre pour les enterrements. Donc moi aussi, j'attendais mon jour. J'attendais mon jour. Donc pour moi, c'était la fin. Mais quand ils ont fait les premiers tests chez moi, les deuxièmes tests chez moi, et puis ils sont venus me dire que c'est négatif, j'étais vraiment content. Je dis, je n'ai plus la maladie ici. Je dis, oui, je n'ai plus la maladie ici. Je dis, je suis sauvé. C'est comme ça, je dis, je suis sauvé. Oularé Bakari a-t-il une constitution, un système immunitaire particulier? Aujourd'hui, la science n'explique toujours pas comment un malade sur 10 survit au virus Ebola. Une seule chauve-souris à l'origine de cette nouvelle flambée d'Ebola. Des volailles qui transmettent une nouvelle grippe aviaire. À nouveau des chauves-souris derrière l'émergence du MERS coronavirus. Tous ces virus émergents ont un point commun, le monde animal. Ce constat a fait naître un nouveau paradigme scientifique, One Health, une santé commune. L'idée d'une interdépendance entre notre santé et celle de la faune sauvage. Partout dans le monde, les scientifiques enquêtent sur ce lien qui éclaire d'un jour nouveau les dégradations de l'environnement. Au Gabon, les scientifiques du CIEMF poursuivent leur prélèvement de chauves-souris.
Désormais, ils espèrent capturer les espèces qui, poussées par les bouleversements progressifs de leur forêt, se sont fixées en ville. Avec une hypothèse inquiétante pour l'homme. Des études ont montré qu'en milieu urbain, du fait du stress provoqué par la pollution sonore, la pollution lumineuse, en fait, les chauves-souris peuvent excréter plus d'agents pathogènes suite à une baisse de leur défense immunitaire causée par ce stress. Donc, nous allons tester cette hypothèse en réalisant des captures en milieu urbain et en recherchant une grande diversité d'agents pathogènes dans le but de faire en fait une comparaison entre la diversité qu'on a déjà mis en évidence chez les espèces forestières, donc qui vivent en milieu très fermé, et les espèces qui vivent en milieu urbain. La déforestation pourrait donc conduire les chauves-souris à s'installer de plus en plus en ville, rapprochant dangereusement de l'homme des virus mortels comme Ebola, mais pas seulement. Il y a une importante diversité de virus encore inconnus qu'elles hébergent, sans compter le fait que récemment, on a quand même mis en évidence des virus génétiquement très proches de virus qu'on pensait éradiquer, comme le virus des oreillons, qu'on pensait bien contrôlé par la vaccination. Et c'est vrai que pour la santé publique, ça soulève quand même une inquiétude. Je pense que c'est mieux qu'on reste là. Le sol est assez dur pour planter les piquets. Au nord de la Thaïlande, d'autres chercheurs ont ciblé spécifiquement une de ces régions où l'environnement a été récemment bouleversé, pour mener une de ces études One Health. Serge Morand, du CNRS, y étudie les rats, un autre de ces grands réservoirs à virus. Donc ça, c'est un rat qui fait partie du complexe très proche du rat noir, du Ratus ratus, le rat de la peste. Généralement, ils les chassent pour eux, parce qu'ils les mangent. Donc on peut faire du rat grillé, ou on peut faire le rat en soupe, et qui n'est pas trop mauvais. I will pay this because I don't have 50. Ici, l'agriculture a pris le pas sur les forêts, entraînant la disparition de nombreuses espèces de rats, et avec eux de nombreux virus et pathogènes. Et pourtant, dans ces villages, de nouvelles maladies ont fait leur apparition. Pour comprendre ce paradoxe, des virologues, des vétérinaires, des médecins, des scientifiques venus d'horizons divers travaillent main dans la main. Ils viennent de trouver quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu. Donc il a fallu que Jamel, qui vient de Tunisie, commence à ouvrir un des rongeurs de Thaïlande pour trouver quelque chose qu'on n'avait encore pas vu jusqu'à présent. L'augmentation de l'agriculture s'accompagne peut-être d'une réduction de la diversité de ces pathogènes, mais ces microbes qui restent augmentent en prévalence chez les rongeurs. Donc oui, il peut y avoir des risques plus importants pour les humains, parce que ça va circuler dans cet environnement, parce que ça va passer sur des puces, ça va passer sur des tiques, ça va passer sur des acariens, et donc avec une possibilité d'infection pour les humains. Les mêmes recherches sont effectuées de l'autre côté de la frontière, au Laos, où le paysage n'a lui quasiment pas changé ces dernières années. Serge Morand cherche ainsi à identifier les pratiques agricoles et sociales qui expliqueraient l'apparition de ces nouveaux virus, là où les forêts disparaissent. L'idée aussi qu'on a de dire, est-ce qu'il y aurait en fait des paysages qui seraient des paysages émergents? Et donc dans ce cas-là, on pourrait très bien imaginer de dire, en fait, on aurait des tels types de paysages qui seraient des paysages potentiellement favorables à l'émergence de pathogènes, et tel type de paysages qui ne le seraient pas. For the past
Ces 50 dernières années, la menace des épidémies a toujours été pensée dans les mêmes termes. Le nombre de personnes qui pourraient être infectées, les médicaments qui pourraient être utilisés, les vaccins. L'approche de One Health tente de faire la synthèse. On part du principe que pour arrêter l'émergence d'une nouvelle maladie, il faut arrêter les pratiques qui bouleversent l'environnement. 50% des pathogènes humains viennent des animaux. Clairement, si nous sommes capables de contrôler ou au moins de mieux comprendre ce qui se passe chez les animaux, nous serons probablement en mesure de mieux contrôler l'émergence de maladies chez l'homme. Je crois qu'on n'a jamais su autant de choses, justement, sur ces agents pathogènes. On connaît leur séquence complète, on sait leur taux de mutation, on sait beaucoup de choses. On ne peut pas prédire à quel endroit arriveront ces mutations. Et donc, on est devant ce dilemme d'essayer de prévoir, c'est ce qu'on nous demande, et en sachant que la nature a beaucoup plus d'ingéniosité que les hommes. Bon, en fait, bien ébouillanté comme ça, je pense que les ectoparasites ne doivent pas être bien vivants. C'est très bon. C'est très bon, c'est très bien cuit. Ils l'ont lavé avec une herbe. Ça a permis d'enlever un peu le goût du rat.